On commence tout de suite par le premier dossier de cette émission, l'avenir du décret inscription. On a entendu les interventions politiques des uns et des autres, et en particulier d'Olivier Minguin qui a évoqué une abrogation du décret, puis suivi ensuite par Laurette Onkelings. Alors s'achemine-t-on vers l'enterrement du décret. Étienne Michel, donc, vous êtes le directeur du CEGEC. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à une abrogation du décret inscription ? Mais, dire tout d'abord que nous n'avons pas demandé l'abrogation pure et simple du décret. Et, si j'ai bien entendu M. Minguin, il a demandé l'abrogation du décret, mais en envisageant le remplacement du décret par d'autres dispositions également à caractère décrétal. Donc je pense qu'il faut... Dites, on n'a pas demandé l'abrogation pure et simple, mais néanmoins vous êtes favorable à une refonte du décret ? C'est-à-dire que ce que nous pensons, c'est qu'il y a sans doute moyen de faire mieux que le décret actuel, que ça vaudrait peut-être la peine de réfléchir un peu à la prise en compte plus importante de critères pédagogiques dans le fonctionnement de ce décret. Ça, c'est vrai. Mais nous sommes tout à fait conscients qu'il y a aussi moyen de faire beaucoup moins bien que le décret actuel. L'histoire nous l'apprend. Ouais, mais donc ça veut dire quoi, ça veut dire quoi ? Il y a moyen de faire mieux, mais il y a aussi moyen de faire moins bien. Et donc... Ça veut dire que, au fond, le premier défi pour nous, c'est de créer suffisamment de place pour que ce décret sorte le moins d'effets possible. Aujourd'hui, ce qu'on voit, ici à Bruxelles, on peut en parler, c'est que là où il y a une pénurie d'offres de places disponibles, c'est là que l'effectivité du décret est la plus grande. Si vous allez dans des communes rurales de Wallonie, il y a suffisamment de places disponibles et le principe du libre choix des parents s'applique effectivement sans autre forme de procès. Donc la première priorité, c'est de créer suffisamment de places d'école, c'est de respecter suffisamment la liberté de choix des parents, et puis peut-être que lorsqu'il y a des tensions entre la demande de place et l'offre de place disponible, il faut alors des critères de départage. Et là, on a déjà connu toute une série de décrets différents, avec des formules différentes pour départager ces situations. Premier critère de départage, c'était premier arrivé, premier servi. Ça a donné les fils de Madame Arena. Deuxième critère de départage, ça a été le tirage au sort. Ça a créé de l'insatisfaction aussi. Et on a connu maintenant un troisième décret avec des critères de départage, en gros, sur des critères de proximité géographique. Ça fait aussi l'objet de contestations. Mais je le dis, une formule miracle qui satisfait tout le monde, moi je ne suis pas sûr qu'elle existe. Mais alors, juste avant de faire réagir Roberto Galluccio, quand vous dites les principes, c'est respecter le libre choix des parents et créer des places, est-ce que ça veut dire que finalement pour vous, le décret inscription n'est pas utile forcément dans ce cadre-là ? Pour moi, c'est légitime de la part de l'autorité publique et de la part des parents aussi, de demander qu'il y ait des critères objectifs à prendre en considération lorsqu'une école doit départager des situations où il y a un excès de la demande sur l'offre de places disponibles. Je trouve ça légitime. Roberto Galluccio, donc vous, bonsoir, vous êtes administrateur délégué du CPON, c'est-à-dire l'enseignement communal, provincial et de la COCOF, donc vous connaissez bien la situation bruxelloise. Est-ce que le décret inscription n'a finalement pas... n'a pas eu des effets satisfaisants, n'a pas eu les effets attendus. Mais je pense qu'il faut d'abord se ramener au moment où le législateur a décidé de mettre en place un décret inscription. Il poursuivait, en fait, ce décret poursuit 3 objectifs. Alors, le premier objectif, et là, je m'éloigne un petit peu de ce que M. Étienne Michel nous dit. Le premier objectif, c'était de jouer la transparence dans la manière dont les inscriptions se passent dans des établissements scolaires. Il ne faut pas oublier que si on est arrivé à créer ce décret inscription, c'est parce qu'on avait l'impression, à une certaine époque, ça remonte évidemment avant la liste d'attente, avant les autres procédures qui avaient été mises sur place, on avait l'impression qu'il y avait une inscription dans certains établissements scolaires à la tête du client. Et donc, le décret inscription devait répondre premièrement à cela, donc permettre à tous les parents de savoir comment le processus d'inscription pouvait se faire. Et cet objectif-là a été atteint. Pour moi, cet objectif-là est atteint. Pour moi, il est atteint parce qu'il met tout le monde sur le même pied. Les règles sont connues et appliquée de façon très rigoureuse, contrôlée par une commission qui s'appelle la CIRI. Et donc, on peut effectivement, si on considère qu'il y a un élément quelque part qui est mis en difficulté, on peut le dénoncer, on peut aller en recours et on peut analyser la situation et donc l'inverser si effectivement il y a une faute quelque part. Il y avait aussi un objectif de mixité. Alors, il y avait un objectif de mixité, c'est peut-être
peut-être l'élément le plus faible du dernier décret. Il était d'ailleurs beaucoup plus marqué dans le décret intermédiaire, c'est-à-dire celui du temps de M. Dupont. Celui-ci, malheureusement, crée en fait un seul élément qui doit assurer la mixité, c'est le fait qu'on va définir un quota de 20% d'enfants qui ont un ISEF, donc un indice socio-économique faible, avec l'obligation pour les établissements scolaires de les prendre en inscription de façon privilégiée. Alors, d'abord, on ne fait pas une mixité uniquement en travaillant sur la première année avec un décret inscription qui se limite à l'entrée dans un établissement scolaire. Pour quelles raisons? Entre autres parce qu'il y a des stratégies scolaires qui correspondent à des cultures d'école qui se retrouvent très vite et qui montrent que le public que l'école appréhende le mieux sera celui qui massivement va continuer sa scolarité dans l'école. L'autre, on l'évacue. Et donc, au final, sur le terrain, cet objectif de mixité ne se marque pas? Pour moi, il n'est pas suffisant. Il faudrait même, à la limite, ne pas s'encombrer, quand on parle de décret inscription, avec un indice à mettre en évidence pour privilégier tel type de public. Il y a d'autres priorités qui se retrouvent dans le décret. Il faudrait des mesures de mixité qui couvrent en fait l'entièreté de la scolarité du jeune. Dès la première maternelle, il faudrait des mesures qui privilégient la mixité, mais pas par un décret inscription qui, tout d'un coup, au niveau du passage du primaire vers le secondaire, se préoccupe du principe de mixité. Donc là, pour vous, il a échoué. On va faire réagir Étienne Michel là-dessus, et puis après on en viendra à l'avenir et à ce que ce décret va devenir. Étienne Michel, selon les informations que vous avez du terrain, les établissements dont le CEGEC s'occupe, quelle est la réalité sur le terrain au niveau de la mixité sociale dans les écoles? Je voudrais dire deux choses. Tout d'abord qu'indépendamment du décret inscription, il y a une évolution de la sociologie scolaire à Bruxelles et que cette évolution de la sociologie scolaire, elle se traduit dans l'évolution de la population des établissements. Donc ça, c'est un premier élément. Maintenant, si on regarde le décret inscription, au fond, il y a dans ce décret deux éléments qui fonctionnent. L'un en appui de la mixité sociale et l'autre plutôt en rebours de la mixité sociale. L'élément qui fonctionne en appui de la mixité sociale, c'est ce qu'a dit M. Galluccio, c'est l'idée qu'il y a un quota d'élèves à indice socio-économique faible qui ont une priorité dans les écoles plus favorisées. Mais par contre, les critères de départage de proximité dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'il y a un excès de la demande sur l'offre, cela, il fonctionne à rebours du principe de mixité. C'est-à-dire que ça se traduit comment sur le terrain, au final? Ça se traduit par des situations où certaines écoles voient leur population changer de manière assez importante, mais on voit aussi que dans certains établissements, fatalement, les établissements reflètent de plus en plus la sociologie du quartier. Je vais prendre un exemple. Et donc ça va dans le sens inverse un exemple un peu théorique. En tout cas, il ne faut pas s'étonner à Uccle que le décret inscription produise l'effet de renforcement de la présence d'une population ucloise dans les écoles de Uccle. Voilà. Alors, Roberto Galluccio, est-ce que pour autant, il faut le jeter à la poubelle, ce décret inscription? Non, moi je suis tout à fait opposé à l'abrogation du décret inscription. Il faut corriger un certain nombre d'aspects, celui que je viens d'exprimer tout à l'heure. Ça aussi, on l'avait déjà dit. Ça fait déjà quelques années qu'on a évoqué des aménagements du décret. On avait parlé même d'un certain rétropédalage par rapport aux objectifs initiaux du décret inscription. Mais théoriquement, on devait avoir une nouvelle formule de décret inscription dans la foulée des déclarations de Mme Milquet, puisque pour 2016 ou 2017 déjà, non 2016 je dis bien, elle avait prévu un nouveau décret avec de nouvelles formules à l'époque. Bon, ça n'a évidemment pas débouché sur quoi que ce soit, mais n'empêche, pour moi, le décret a sa raison d'être pour la première raison que j'avais exprimée, c'est-à-dire ce principe de transparence, mais aussi pour permettre à tous les enfants de les retrouver en égalité devant les établissements scolaires. Et alors on constate évidemment, si on tient compte des résultats des élèves, puisque théoriquement le troisième aspect, celui des 20% d'ISEF, devait aussi permettre d'identifier des jeunes qui devaient avoir un soutien pédagogique complémentaire. Alors sous forme de rattrapage, sous forme d'autres mesures, c'était inscrit comme cela dans le décret. Donc ça, évidemment, je viens d'exprimer que c'est un aspect qui n'a pas été rencontré du tout. Par contre, les indices socio-économiques, non, excusez-moi, ce qu'on appelle la proximité entre l'école primaire et l'école secondaire crée
un énorme problème à mes yeux, c'est que ça renforce le caractère de l'établissement, donc l'image que l'établissement peut avoir. Autrement dit, si l'établissement secondaire est inscrit dans un quartier, évidemment avec une population qui est originaire majoritairement de l'immigration, c'est clair que cet établissement sera le reflet de cela. Autrement dit, le risque c'est que ça accentue encore la ghettoisation. Donc il faut nécessairement, pour assurer cette mixité, parce que c'est ce qui donne une meilleure réussite scolaire dans les établissements, il faut assurer et travailler sur cet aspect-là, mais en dehors du décret. Mais par contre, l'indice composite, je cherchais le mot, mais l'indice composite est un élément que personne ne comprend. Personne ne comprend. Donc l'indice composite, pour qu'on Alors l'indice composite, c'est cette série d'éléments. Le calcul à vol d'oiseau, et donc la notion vol d'oiseau a été acceptée par le Conseil d'État, entre soit le domicile et l'école, soit l'école primaire et l'école secondaire, et donc ce sont des notions qui sont contestées chaque année. Chaque année, les parents ont la possibilité de refaire le calcul, et c'est sur ces aspects-là, en règle générale, que des recours sont déposés à la CIRI. Dans quel sens il faut le revoir finalement, ce décret inscription? Il faut enlever du décret inscription tout ce qui concerne la mixité? Il faut retirer, je pense, donc, tout ce qui a trait à l'indice ISEF. Il faut simplifier... Et donc là, en retirant ça, on retire l'aspect de mixité. Est-ce qu'on ne va pas à rebours, là aussi, il faut travailler. Non. Pour moi, ça doit aller en parallèle avec un travail, mais vraiment appuyé sur la mixité dans l'ensemble de la scolarité. Le pacte pour un enseignement d'excellence va dans ce sens-là. Il ne se limite pas simplement à quelques jeunes qui s'inscrivent dans une école secondaire en première année et qu'on évacue dès la fin de la première. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, oui, je peux le prouver. Donc, au final, dans votre version du décret inscription modifié, reformulé, il reste quel, je dirais, pilier, quelle priorité? Mais la transparence, le fait qu'effectivement on permet à tous les jeunes de pouvoir s'inscrire dans l'établissement du choix des parents, ça évidemment le décret le rencontre puisque les parents peuvent émettre 9 choix. Donc parmi ces 9 choix, il y a bien entendu toujours un certain nombre d'éléments qui sont spécifiques et qui sont propres aux parents. Rapidement, comme ça je fais une dernière réaction à été Michel. Vous, quelles sont les priorités que vous mettez en avant dans l'idée d'une reformulation du décret inscription? En tout cas, dire que... Vous partagez le point de vue de Roberto Galluccio? Mais non, je suis un peu surpris de ce qu'a dit M. Galluccio. On devra peut-être se reparler un petit peu. Mais je veux dire que moi, ce qui existe aujourd'hui dans le décret, à savoir la possibilité pour des élèves qui viennent d'écoles à indice socio-économique faible, la possibilité pour ces élèves d'avoir une priorité dans des écoles à indice socio-économique plus élevé, moi, je trouvais ça plutôt un élément intéressant. Donc vous êtes favorable à le maintenir? Oui, de le maintenir. Donc qu'est-ce que vous mettez en avant? Les critères géographiques pour le départage des candidats dans les écoles, ça, pour moi, à ce stade-ci, c'est un peu un critère du moindre mal, mais ça n'est pas un critère très pertinent compte tenu de l'objectif de mixité sociale qu'on a évoqué. Et c'est ça que je vous le disais tout à l'heure en commençant l'émission. La question à 5 €, enfin, c'est comment ne pas faire moins bien. Il y a sans doute moyen de faire mieux. Je pense qu'il faudrait que la dimension pédagogique des projets d'établissement intervienne davantage. Ouais, et là, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Ça, c'est pour un peu l'idée générale. Mais comment le faire de manière effective? J'avoue que pour moi, ça n'est pas très clair. Très bien, ben voilà, comme ça on termine sur une question. Merci à tous les deux, en tout cas, de votre éclairage.